Mandé TV, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre plateau Réflexion politique, le plateau sur lequel on pose une réflexion, on la développe et vous le savez très bien, pour en finir, on donne des pistes de solutions, des recommandations à l'endroit des citoyens, des populations, de toute personne qui peut être intéressée par le sujet débattu du jour sur le plateau ou tout simplement influer nos politiques. Voilà, téléspectateurs de Mandé TV, de Bamako aux régions, le constat est très alarmant. De plus en plus de personnes consomment des stupéfiants. Le fléau devient inquiétant et surtout de plus en plus grandissant car selon les chiffres révélés en juin 2025 par la mission interministérielle de coordination de lutte contre les drogues, plus de 70% des jeunes maliens âgés entre 18 et 25 ans consomment des drogues, dont 25% des filles. Voilà, c'est quand même très inquiétant. Quelles sont les causes et les conséquences pour la société et comment l'éradiquer ou du moins réduire drastiquement ce fléau sur notre territoire malien? Et ce qui nous amène à avoir comme thème comment lutter contre la toxicomanie grandissante au Mali. Pour en discuter, développer la réflexion ici sur ce plateau, j'ai des personnes qui s'y connaissent, qui font le combat et qui sont très engagées. Il s'agit du lieutenant-colonel Madame Traoré, Assitan Traoré. Elle est présidente de l'association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile, ATOFEJU. Colonel Madame Traoré, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Très heureuse de vous recevoir et merci surtout de votre disponibilité. Merci beaucoup. Deuxième invité sur ce plateau pour développer, chers téléspectateurs, il s'agit de Monsieur Abdul Karim Batili. Il est le président de l'organisation de lutte contre les stupéfiants à l'UCOS. Monsieur Batili, bonjour. Bonjour. Merci surtout de votre disponibilité. On sait très bien que vous êtes très engagé là-dessus. Peut-être que le temps fait souvent défaut, mais c'est un peu crucial de vous ramener sur le plateau, ici notre plateau de Mandé TV, pour pousser la réflexion, parce que le fléau devient alarmant. Voilà, ça devient un combat quasiment de tous les jours. Je ne parlerai pas à votre place, mais vous allez pouvoir développer sur ce plateau et nous dire comment vous observez tout ça, comment vous faites en sorte que ce fléau soit de plus en plus réduit. Est-ce qu'on peut faire une brève analyse de la situation de la prise des stupéfiants, notamment de la toxicomanie au Mali? Je vais commencer par vous, Madame Traoré, colonel Madame Traoré. Oui. Une analyse assez succincte. Ok, merci Madame de nous avoir invités d'abord sur cette question qui est un fléau aujourd'hui au Mali. L'analyse que je fais est qu'aujourd'hui, la toxicomanie est en train de prendre de l'ampleur. Les chiffres que vous avez dit dans votre introduction, 70%, c'est 75% précisément. Maintenant, ça c'est... Avant, ah oui, déjà. 75%. C'était une enquête qui a été menée par le ministère de la promotion de la femme à travers le centre d'information sur la femme et l'enfant. Et c'est 75% de jeunes moins de 18 ans qui consomment la drogue, dont 25% de filles de moins de 18 ans. Et ça date depuis 2012. 2012. Ces chiffres sont de 2012. Évalués depuis 2012 à ce taux. 2012. Et si on vient en 2026, c'est alarmant. C'est pour cela que tout le monde est interpellé. Tout le monde doit être interpellé aujourd'hui contre ces fléaux. Et ça touche toutes les familles. Vous ne pouvez pas prendre une maison ici, aujourd'hui au Mali, qui n'a pas un toxicodépendant caché. Et de plus, les femmes, c'est un problème qui sont ignorés, qui n'est pas pris au sérieux, qui n'est pas priorisé au Mali. Et si on ne se donne pas la main pour lutter contre ce fléau, dans 10 ans, on va atteindre le niveau le plus élevé du monde. Merci beaucoup.
Monsieur Bathily, le fléau, il est ignoré, c'est alarmant, il est caché. C'est le même constat aussi à votre niveau? Oui, c'est le même constat parce qu'il faut briser les tabous autour de la chaîne de consommation de drogue, le tabou sur la toxicomanie, le tabou sur tout ce qui est information autour de la consommation des stupéfiants. Surtout les études, amener des études approfondies, réfléchies. Il faut voir depuis 2018, depuis 2012. Donc, les chiffres, les statistiques données sont les statistiques qui sont en répétition. Mais il n'y a pas une étude approfondie qui est faite en 2026. Donc, c'est vraiment inquiétant. Donc, il faut une réflexion, l'implication vraiment des acteurs qu'il faut donc, pour répondre favorablement à cette lutte. En 2026, on a encore juste au premier trimestre. Je pense que là, au moins, les chiffres, on aurait pu avoir. Bon, en tout cas, les chiffres ne viennent pas de nous. Les chiffres viennent de la mission. Voilà, donc on se réfère à ça. Mais à ce que vous dites, quand même, c'était déjà alarmant depuis 2012 avec des chiffres bien plus supérieurs que cela. Le constat est là, hein, même si les chiffres, en réalité, permettent d'avoir un curseur là-dessus. Mais souvent, on entend consommateurs de drogue, de stupéfiants. Mais moi, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, est-ce que le profit a évolué? Et si oui ou non, on veut surtout savoir quel est le profit des consommateurs. Quel profit ils ont aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes, vous venez de le dire, très jeunes, vous venez de le dire, mais le consommateur aujourd'hui, quels sont les différents profits qui se dégagent, Madame Traoré? Bon, en fait, on peut dire qu'aujourd'hui au Mali, tout profil consomme la drogue, consomme les stupéfiants. Si vous me permettez, je vais faire une petite différence entre la drogue et les stupéfiants. Je vous en Si vous prie. parlez de la drogue, on peut dire que la drogue légale. La drogue est légale. Si vous parlez de stupéfiants, on peut dire que le stupéfiant est illégal. C'est pour ça qu'on dit tout Comment? stupéfiant Oui, est allez-y. drogue, mais toute drogue n'est pas stupéfiant. Tout stupéfiant est drogue, mais toute drogue n'est pas stupéfiant. Et aujourd'hui, vous trouverez que au niveau des consommateurs, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des vieilles, il y a des femmes adultes, des femmes responsables qui consomment aujourd'hui des stupéfiants, de la drogue. Il y a des jeunes filles, moi je travaille avec des jeunes filles qui consomment de la drogue, des stupéfiants. Ça c'est le côté genre. Mais si vous prenez même le côté professionnel, vous trouvez qu'il y a des acteurs qui sont censés de lutter, qui consomment des stupéfiants, de la drogue. C'est là où ça devient sérieux. Les gens qui sont censés de lutter, ce sont eux qui consomment. Maintenant, qui va sensibiliser? Les jeunes et les femmes. C'est ça qui est inquiétant. Donc, il y a tous les profils aujourd'hui, toutes les professions aujourd'hui au Mali, sans exception, qui consomment de la drogue, qui consomment des stupéfiants. Même ceux qui sont censés pouvoir avoir des politiques qui doivent encadrer notamment ce fléau, ou bien la limiter carrément sur le territoire malien, en font partie. Affirmatif. Même ceux qui sont censés de lutter, de sensibiliser, en font partie. Raison pour laquelle il faut une prise de conscience. Il faut un changement de comportement. Il faut axer nos interventions sur l'intérêt de nos enfants pour pouvoir lutter efficacement contre ce fléau. On va développer ça quand on va venir aux recommandations. Parmi ces profils de consommateurs, vu que le lieutenant-colonel Madame Traoré l'a dit, ça touche tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est le visage qui est surtout devant presque tout le monde, c'est la jeunesse, les jeunes. Et ça se dit même aujourd'hui que les drogues sont consommées jusque dans les salles de classe, dans les établissements. Et là, ça devient vraiment alarmant. Comment tout cela, votre avis, votre observation, vous êtes sur le terrain, comment tout cela s'organise ou s'étale aux yeux des citoyens? La jeunesse qui est très impactée par la consommation.
Ok, merci. Je dirais plus que la chaîne de consommation, c'est pas que la jeunesse, tout est mélangé. Mais comme on le dit, le Mali, c'est un pays où la majorité, c'est des jeunes. Donc, c'est les jeunes qui sont indexés, majoritairement consommateurs de drogue. Mais à savoir que cette jeunesse est vraiment impactée par des générations qui les ont précédées d'abord. Ensuite, eux-mêmes et les générations qui vont les suivre. Donc, la chaîne de consommation, c'est une chaîne qui est là. Ça ne touche pas une seule couche, mais c'est toutes les couches. La jeunesse au cœur de l'action va faire que la jeunesse va pouvoir, leur action permettra vraiment de réduire la consommation à travers des actions concrètes de sensibilisation et de prévention. Mais si la jeunesse elle-même est impactée, touchée par ce fléau, donc c'est vraiment dramatique. C'est touchant, c'est vraiment alarmant. Est-ce que vous pouvez me rassurer, parce que quand j'ai un petit peu enquêté, essayé d'avoir des informations, notamment par rapport à cette jeunesse très sensible quand même, parce que c'est l'avenir du pays, hein, il faut le dire. On va jusqu'à nous donner des informations comme quoi on en trouve tellement à un bas prix qu'il y en a même pour 100 francs CFA. Oui. C'est un peu caricatural ou ça peut être une réalité? C'est une réalité. La drogue se vend à tous les prix. Ça dépend de ton pouvoir d'achat. En plus de cela aussi, dans le réseau de consommation de drogue, il y a quelque chose qui est là qu'on appelle la familiarité. Aussi, les gens ils s'aident mutuellement, ils s'aiment. Même si tu n'as pas d'argent, je sais que quand tu es dans ce genre de milieu, tu trouveras ta dose. Donc, c'est compliqué pour quelqu'un qui a de l'argent ou quelqu'un qui n'en a pas. Donc, la drogue se vend n'importe comment, à tous les prix. Donc, 100 francs même, c'est trop des fois. Ça dépend de ton réseau. D'accord. Les produits sont là, sur le marché, on le dira. Lieutenant-colonel, Madame Traoré, vous venez de dire tout de suite qu'il y a une certaine différence entre stupéfiants et drogue. Pouvez-vous nous développer un petit peu cet aspect pour que on ait davantage de la vigilance face à ces produits? Oui, effectivement, je vais un peu développer. Il faut que nos téléspectateurs comprennent aujourd'hui que le tabac qu'on consomme, le tabac, la cigarette, c'est une drogue. Mais ce n'est pas un stupéfiant, parce que ce n'est pas interdit. La consommation n'est pas interdite. C'est pour ça que vous avez dit que les drogues sont légales. J'étais un petit peu... Effectivement. Le tabac, la cigarette, c'est une drogue. Parce que ça stimule son usager, son consommateur. Ça te donne un tonus. C'est ça le côté. Alors, si vous prenez l'alcool, la bière, c'est une drogue. Mais c'est une drogue légale, ce n'est pas un stupéfiant. Alors, la différence entre une drogue et un stupéfiant, vous trouverez qu'il y a un tableau où tous les stupéfiants sont énumérés, qui ont des effets très 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 néfastes sur son usager. Donc, ce sont les spécialistes qui se réunissent, voilà tel produit qui a des effets très très mauvais sur son consommateur qui peut aller jusqu'à la folie, jusqu'à la mort. Donc, il faut qu'on les classe parmi les stupéfiants. Mais les produits qui n'ont pas d'effet aussi nocif que ça, on les classe parmi les drogues légales, telles que le tabac. Le tabac tue, mais à petit feu. Par rapport à la cocaïne, qui est un stupéfiant. Par rapport à l'héroïne, qui est un stupéfiant. Par rapport à la crack, qui est un stupéfiant. C'est ça la différence. C'est pour cela que comprenez qu'il y a 3 catégories de drogues. Il y a les stimulants, les drogues qui stimulent, qui augmentent l'activité du système nerveux central. Des drogues qu'on appelle les dépresseurs, qui ralentissent l'activité du système nerveux central. Et les drogues qu'on appelle les perturbateurs, qui perturbent la vision de son usager. Voilà ces 3 catégories. Et parmi ces 3 catégories, c'est 2 catégories qui sont très généralement, on les appelle les
les stupéfiants. Ça, c'est les stimulants et les dépresseurs. D'accord. Mais l'autre catégorie qui sont les perturbateurs, on trouve très généralement c'est des drogues. Mais sans oublier aussi que parmi aussi les perturbateurs, on peut trouver aussi des stimulants. Par exemple, quand vous prenez le café que vous prenez, c'est une drogue, mais c'est une drogue. À une certaine dose quand même. Parce Merci, que à une certaine dose. Oui, ça n'a pas d'effet café. nocif sur le système nerveux central. Le hic d'un stupéfiant, c'est quoi? Ça impacte le système nerveux central. Ça trouble les neurones qui sont dans le cerveau. Ça les attaque. Donc, si c'est une drogue, ça n'attaque pas systématiquement les neurones. Mais si c'est un stupéfiant, c'est d'office. C'est d'office. C'est un peu la différence. Alors, aujourd'hui, quels sont les stupéfiants les plus courants qu'on retrouve sur le marché? C'est pas de leur faire une certaine publicité, une promotion ou autre, mais on a envie de comprendre. Parce que très souvent, on parle d'un médicament qui s'appelle le tramadol. Pourtant, qui est censé être pris pour les douleurs et tout, mais qui est devenu un médicament détourné. Effectivement. Comme beaucoup d'autres médicaments d'ailleurs. Mais sur le marché, l'alerte pour nos téléspectateurs, quels sont les différents stupéfiants aujourd'hui qu'on retrouve? Est-ce que c'est assez lourd comme ce qu'on peut voir un petit peu en Occident ou sur le continent américain? Malheureusement, madame, c'est ce qui fait que la chose est inquiétante au Mali aujourd'hui. C'est un cri de cœur même. Parce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché du Mali tous les stupéfiants. La cocaïne, ça circule, comme la cigarette que vous voyez. Dérivé de la cocaïne qui est crack, ça circule. Et le crack même est pur que la cocaïne. Parce que la cocaïne est pure. Le crack, on ménage un peu de poudre de cocaïne avec les acides chlorhydriques, avec les acides nitriques, avec le kérosène pour en faire le crack. Oh, vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que c'est des produits toxiques, psychotoxiques. Parce que c'est de l'acide. Aujourd'hui, comme vous avez dit dans votre intervention, l'accès est très facile. On en trouve partout. Cocaïne et ses dérivés, morphine. Généralement, c'est des drogues injectables. On en trouve partout. Donc, parmi les stupéfiants, il n'y a pas de drogue de stupéfiants aujourd'hui qu'on ne trouve pas au Mali. Et le hic, c'est quoi? On en fabrique aussi. C'est ça le hic. On devient producteur sur le territoire. Généralement, on ne produit pas les stimulants. D'accord. Parce que les stimulants, il faut parler de la coque, qui est cocaïne. Ça, on ne cultive pas. Mais très généralement, on cultive le cannabis qui fait partie des perturbateurs. Avant, la jeunesse, surtout la jeunesse, comme il a dit, qui consommait majoritairement le cannabis. Donc, le cannabis a un principe actif qui joue sur le système nerveux. On appelle ça tétrahydrocannabinol, THC. C'est ça le principe actif. Mais aujourd'hui, les jeunes trouvent que ça ne donne pas assez d'effet. Oui. C'est déjà obsolète. Oui, c'est obsolète. On cherche, c'est pour cela qu'ils ont abandonné vraiment le cannabis qu'on appelle joint. Et aujourd'hui, ils se sont axés sur les drogues dures. Les couchis, les caïmans. C'est des appellations comme ça. Donc, c'est des drogues qui atteignent systématiquement le système nerveux central. Et ça amène le trouble de neurones. C'est pour cela que généralement, vous trouverez que c'est des gens qui sont violents. Parce que ça perturbe la compréhension même de la personne. Ça amène l'agressivité, l'euphorie. Donc, aujourd'hui, c'est ça le problème. Merci beaucoup. Mais les causes aussi, avant de pouvoir traiter, il faut évidemment faire un diagnostic. Quand on a un malade en face de soi, on veut souvent diagnostiquer, ensuite pouvoir trouver le remède adapté à la maladie. Moi, je veux me retourner vers vous, Monsieur Batilé. Quelles sont les causes aujourd'hui de consommation?
Bon, les causes de consommation sont vraiment multiples, mais nous allons toucher quelques-unes. Déjà, il y a le manque d'activité, l'inactivité qui est là. Ensuite, le chômage. Parce que nous savons que quelqu'un qui ne travaille pas, donc est vraiment assis, il a le temps d'expérimenter, de voir un autre monde. Donc il y a l'aspect social aussi, surtout la dépression. Ensuite, au jour d'aujourd'hui, vous allez voir que à cause des problèmes à laquelle nous sommes confrontés, la jeunesse est un peu délaissée à eux-mêmes et à leur sort. Donc ça les amène vraiment à la consommation de ces produits-là. Donc ça peut être des causes d'ordre politique et économique. Voilà, surtout l'accessibilité à ces produits-là. Parce que très franchement, ce qui est alarmant, plus il y a des saisies de drogue, ça veut dire qu'il y a plus de consommateurs, ça veut dire que la demande est élevée. Et raison, vous allez voir que très généralement dans les journaux, tout le temps il y a des saisies de drogue. Exact. 20 tonnes de drogue saisies, 30 tonnes de drogue saisies, 55 tonnes de drogue brûlée. Ça veut dire que le nombre de consommateurs a vraiment augmenté. C'est la raison qui fait que plus il y a des saisies, la jeunesse même va aller vers l'autoproduction de ces drogues-là, donc pour pouvoir avoir leur dose. Maintenant, plus le temps passe, donc il y a l'effet de levier qui est là, donc il faut augmenter la dose. Donc ça les amène à avoir plus besoin de drogues dures. Mais c'est le chômage, l'inactivité, l'accessibilité facile à ces produits, surtout la jeunesse manque de repères. Il faut briser les silences de façon très agressive sur la chaîne de consommation, le tabou autour de la drogue, et ça soit un combat pour tous. C'est la raison qui fait que nous allons pouvoir vraiment trouver des solutions à ça. Sinon, les causes sont vraiment multiples. Les causes sont multiples, mais quelque part, il y a quand même le délaissement de cette jeunesse. Et puis, il y a surtout des facteurs économiques, des facteurs familiales aussi, ça peut être, ou des facteurs totalement sociaux, parce que vous dites, ils sont un peu délaissés. Donc ça, vraiment, il faut des études et travailler profondément là-dessus. Lieutenant-colonel Madame Traoré, dans votre organisation, je vois que vous luttez contre la toxicomanie féminine et juvénile. Et ça m'amène à vous demander comment une femme bascule dans la drogue. Comment? Quelles sont les causes pour qu'une femme bascule dans la drogue ou la consommation des stupéfiants? Ok, merci. Mais avant de parler des causes de la consommation féminine, permettez-moi de parler d'une cause de la consommation juvénile. Ça, c'est manque d'éducation. C'est une éducation communautaire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation communautaire. Avant, c'est la communauté qui nous a éduqués, moi. La rue, le quartier, les amis de nos mamans, les amis de nos papas. Mais aujourd'hui, l'enfant rentre dans la drogue jusqu'à ce que la dépendance s'installe. Personne n'ose dire à sa maman, à son père, voilà, ton enfant est dans la drogue. Parce que tout le monde dit que c'est mon enfant. Il ne faut pas le crier dessus, il ne faut pas l'éduquer. C'est la rue qui éduque l'enfant. Toi, tu sors du matin jusqu'au soir, tu ne connais pas la fréquentation de ton enfant. Alors que la mauvaise fréquentation est là. Donc, vraiment, ça, c'est un cri de cœur que je lance aux parents. Il faut communiquer avec l'enfant. Il faut savoir qui est qui, l'enfant, qui fréquente l'enfant fréquente qui, quelle est la fréquentation de l'enfant. Il faut communiquer, regarder les yeux de l'enfant. Il y a les signes d'alerte qui sont là. Les signes d'alerte ne mentent pas. Mais quand vous ne communiquez pas avec l'enfant, vous ne l'éduquez pas l'enfant, vous ne laissez pas même les tabliers qui est dans les quartiers dire ne fais pas ça, ne partez pas ici. Mais l'éducation est vouée à l'échec. Et tant que l'éducation est vouée à l'échec, l'enfant rentre dans la drogue. Ça, c'est indéniable. Et je reviens maintenant à votre question par rapport à la toxicomanie féminine. Il y a 3 grandes causes qui font qu'aujourd'hui, les femmes rentrent dans la consommation. Je peux dire, hélas, par exemple, il faut prendre l'émancipation.
le fait que nous, les femmes, on crie tout le temps, il faut nos droits. Les femmes pensent, non, avant, c'était la toxomanie, c'était masculine. Oui. Mais aujourd'hui, c'est féminine, c'est dû aussi à l'émancipation. À Parce que l'émancipation. les femmes, il y a certaines femmes qui ont mal compris l'émancipation. Parce que quand on dit l'émancipation, on a les mêmes droits que les hommes. Donc, tout ce que les hommes font, il faut que nous aussi... Ah, voilà. d'accord. C'est ça le problème. C'est au-delà de ce qu'on peut penser. Merci. C'est au-delà de ce qu'on peut passer. Ça, c'est une première cause. La deuxième cause, ça, c'est les antécédents des violences. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui rentrent dans la drogue parce qu'elles sont violées au sein de la famille. Elles sont violées par un tonton, elles sont violées par un frère, elles sont violées par un proche. Donc, pour oublier ça, surtout les dépresselles, elles consomment ça pour oublier le mauvais souvenir. Il y a la violence qui fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de filles, il y a même des filles avec qui je travaille qui sont des consommateurs, mais c'est compte tenu de l'antécédent des violences sexuelles qu'elles ont subies au sein de la famille. Ensuite, troisième cause, ça c'est les filles pensent aujourd'hui quand on consomme de la drogue, ça stimule l'intimité. Ah, ça c'est ce côté... Oui, côté intime. Parce qu'ils pensent que quand on consomme, ça te donne l'envie et ça stimule aussi le rapport. Et pour finir, que ça et aussi l'éteint. Alors que c'est faux. C'est un début. Ah ouais. Mais par finish, à moyen ou long terme, ça ne fait que détruire. Au début, on devient dépendant et on devient dépendant et ça détruit non seulement l'intimité, c'est un sujet à part, la toxicomanie féminine, ça amène même un problème de santé de reproduction chez la femme. Donc voilà, entre autres, les causes qui font qu'aujourd'hui, il y a plus de consommateurs de filles, comment dire, la toxicomanie féminine au niveau des filles aujourd'hui. Et le X, c'est quoi? On n'en parle pas. On n'en parle pas. Quand vous prenez même le genre de la femme, bon, avec la lutte, peut-être aujourd'hui, il n'y a pas assez de discrimination sur le genre même de la femme. Et quand on ajoute aussi la consommation de la drogue, et compte tenu de notre réalité socio-culturelle, vous voyez? Donc, vous trouverez que la maman même de la fille préfère mourir que de dire que sa fille consomme de la drogue. Même les garçons, on cache à plus forte raison la fille, compte tenu même du statut social de la fille. Donc, les parents cachent, surtout la maman cache, même au père. Vous voyez? Donc, il y a plus de femmes qui succombent aujourd'hui de la toxicomanie féminine ou bien qui ont des problèmes de santé et de reproduction parce que ça empêche même la femme de concevoir. Vous voyez? Donc, il faut briser, comme a dit Bathilde, il faut briser le silence, non seulement sur la toxicomanie juvénile et de préférence de surcroît sur la toxicomanie féminine. Si on ne brise pas le silence aujourd'hui sur la toxicomanie féminine, je vous dis, ça va dépasser la toxicomanie masculine. Pourquoi? Aujourd'hui, vous trouverez un jeune qui ne consomme même pas, qui ne fume même pas de la cigarette. Il va contacter une fille qui en consomme. Et c'est la fille qui va dire au garçon, ah, si tu ne consommes pas, moi je ne t'aime pas. Elle incite. C'est la fille même qui incite les garçons à consommer. Parce que ça stimule l'essence. Malheureusement. C'est un vrai fléau. C'est un vrai fléau. Vous avez parlé tout de suite un petit peu assez les toxicomanes, les signes d'alerte, les impératifs à savoir. C'est vrai que ça saute pour certains à l'œil nu, mais quand ça saute à l'œil nu, ça veut dire que c'est déjà pratiquement avancé. Ça veut dire que c'est dans une phase où il faut vraiment une prise en charge assez pointue pour pouvoir. Mais quels peuvent être les signes d'alerte dont nos téléspectateurs peuvent
faire attention autour d'eux, les enfants, le voisin, les amis, et puis peut-être subtilement passer des petits conseils. Conseils. Ouais. Oui, en fait, on peut classer les signes d'alerte en deux catégories. Il y a les signes d'alerte certains et incertains. Les signes d'alerte incertains qui peuvent alerter les parents à amener ou bien à prodiguer des conseils ou bien à prendre des dispositions pour que la dépendance ne s'installe pas. Mais il y a des signes, une fois que, ça c'est comme vous venez de dire, il y a des signes certains, une fois que les signes sont là, il faut une prise en charge. Là, il faut, le counseling qu'on parle là n'a plus sa raison d'être. Les conseils n'ont plus leur raison d'être. Là, il faut partir vers les spécialistes pour accompagner la personne. Raison pour laquelle, avant qu'il y ait la dépendance, je l'ai dit, il faut communiquer. Il faut être en complicité avec ton enfant. D'abord, si l'enfant rentre dans la drogue, les signes d'alerte incertains. Incertain, je précise, ça c'est d'abord les yeux. Les yeux. Quand tu échanges avec ton enfant, tu regardes yeux dans yeux. Brusquement, toi, tu as constaté que ton enfant a des yeux rouges. Ça doit t'alerter. Quelqu'un qui n'a pas de maladie de yeux, et en tout cas, tu n'en connais pas. Brusquement, la personne a des yeux vraiment clairs, les yeux commencent à devenir rouges, à rougir. Il faut poser la question. Mais si toi tu ne communiques pas avec ton enfant, est-ce que tu peux constater ça? Non. Parce que, comme je vous ai dit, c'est des produits toxiques. C'est comme si vous mettez de l'acide sur votre peau. Ça vous pique, non? Donc, si l'enfant consomme ces produits toxiques, ça joue sur les nerfs qui sont au niveau des yeux. Et ça brûle. C'est ce qui donne la rougeur des yeux. C'est un signe d'alerte qui te pousse à demander à l'enfant pourquoi tes yeux sont rouges. Il va te dire quelque chose, soit j'ai mal aux yeux, ou bien quelque chose est tombé dans mes yeux. S'il n'arrive pas à te dire ces choses-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il faut observer déjà. Voilà. Ça, c'est un premier signe d'alerte. Deuxième signe d'alerte. L'enfant, toi, quand tu viens de la ville, l'enfant court pour dire papa est venu, maman est venue. Et brusquement, tu as constaté que si tu viens, l'enfant se cache. L'isolement. Il se cache. Ça doit t'alerter. Pourquoi il se cache? Il a fait quelque chose de mal? Non. C'est un signe d'alerte incertain. Parce que les produits la sentent. Les produits la sentent. Donc, il a peur de t'approcher pour que tu ne sens pas. Oui, il a peur de t'approcher pour que tu ne vois pas ses yeux. C'est un signe d'alerte. Il y a beaucoup de signes d'alerte incertains. Troisième signe d'alerte, ça c'est un peu le comportement même de l'enfant. Quand tu parles avec l'enfant, il dit oui papa, j'ai entendu. Oui maman, j'ai entendu. Mais brusquement, quand tu parles avec l'enfant, il crie sur toi. Il n'a plus peur de toi. Il devient un peu agressif. C'est les stimulants là qui font ça. Parce que ça donne l'euphorie, l'agressivité. Mais ça trouve que la dépendance n'est pas installée. Mais c'est le début. Là, tu dois te poser la question. Pourquoi tu deviens agressif? Pourquoi tu es spontané comme ça? Explique-moi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que je te fais? C'est des signes d'alerte. Voyons-vous. Mais quand toi, tu ne communiques pas avec ton enfant, tu n'as pas de complicité avec ton enfant, est-ce que tu peux constater ces choses-là? C'est pour cela que je dis les parents ne doivent pas démissionner. Les parents doivent être en complicité avec leurs enfants pour détecter tôt les signes d'alerte, afin de prendre des dispositions avant que la dépendance s'installe. Effectivement, merci beaucoup pour nous éclairer sur ces signes d'alerte. Monsieur Batili, vous avez sûrement quelque chose à rajouter, peut-être davantage sur des impératifs. Quel impératif peut-être il faut y avoir pour observer un toxicomane ou quelqu'un qui prend des produits illicites? Bon, lieutenant-colonel Madame Traoré nous a quand même bien édifié, mais peut-être vous avez sûrement... Bon, juste quelques mots à ajouter parce que
Ce que Madame Traoré vient tout juste de dire, il faut être à proximité des enfants. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sentons que les parents ont vraiment démissionné. Maintenant, alors que pour qu'une personne sorte de la dépendance, qu'elle soit accompagnée ou que la personne arrive vraiment à accepter sa dépendance, il faut l'implication de la famille, surtout la maman. Donc, briser le silence autour de la toxicomanie. En plus de cela aussi, il ne faut pas stigmatiser la personne. Donc, la stigmatisation amène la personne à l'isolement. Alors que dans le milieu des toxicomanes, c'est la famille. C'est les gens qui s'aident mutuellement. Même quand tu n'as pas d'argent, tout de suite, quand tu pars voir une personne qui est dans la dépendance, il va te donner ta dose. Donc, l'implication de la famille doit être vraiment supérieure à ceux des personnes qui leur donnent ces produits-là. Ensuite, les premiers signes que nous voulons aussi que les parents essaient vraiment de voir, c'est l'isolement total de l'enfant. L'isolement total de l'enfant. Et puis, au niveau de l'école aussi, quelle est la fréquentation de l'enfant à l'école? Quelles sont ses fréquentations dans la rue? Et c'est les moyens qu'il gagne, les moyens dans les compositions et tout. Est-ce que ça a changé? Donc, est-ce que l'enfant est vraiment s'occupe de ses exercices, de ses tâches quotidiennes? Il faut vraiment veiller sur tout ça. Donc, ça ne peut pas aller sans vraiment que la famille ne soit impliquée. Quand ça arrive au stade de la toxicomanie, ça devient maintenant chaotique et dramatique, et puis la solution est vraiment compliquée. On va sûrement donner tout cela qu'on puisse de solutions aux recommandations ici sur ce plateau. Oui. On a compris le toxicomane, on a compris les causes, mais on aimerait bien avoir plus des conséquences. Surtout les conséquences au niveau de la famille, par exemple, et les conséquences surtout au niveau de la société. Oui. Bon, déjà, la toxicomanie, ça détruit la société en général. Parce qu'il est dit qui veut détruire une nation, il faut détruire la jeunesse. Pour détruire la jeunesse, il faut droguer la jeunesse. Maintenant, quand la jeunesse est droguée, ces jeunes-là se trouvent dans les familles. Donc, c'est la famille qui sera détruite. Donc, c'est une chaîne qui est là. Et puis, la consommation des stupéfiants, c'est pas qu'un combat de lutter seulement contre la drogue. C'est une guerre entre des nations. Parce que par analyse, nous analysons qu'il y a des nations qui veulent détruire notre nation, donc il faut détruire la jeunesse. Donc les conséquences sont vraiment multiples. Non seulement il y a des facteurs comme l'extrémisme violent, donc le terrorisme, ça peut amener à ça. Parce qu'une personne dans la dépendance, s'il n'a pas d'argent pour acheter sa dose, on lui propose de l'argent pour attaquer tout un village, il va le faire pour avoir sa dose. Oui. Ça peut amener une personne même à tuer toute sa famille. Les conséquences sont vraiment multiples et ça touche à tous les niveaux. Donc il n'y a pas une limite de conséquences. Surtout économique aussi qu'on ne voit pas. Économique, on ne voit pas, mais pour que l'économie croît, il faut une main d'œuvre forte. Des bras valides. Des bras valides. Si le bras valide est drogué, qui va travailler? Qui va faire que le pays bouge? Qui va faire que les choses fonctionnent? Il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas une personne qui est à la retraite qui va faire bouger les choses. Donc, c'est compliqué. Donc, quand la jeunesse est droguée, rien ne bouge. Et nous faisons face maintenant nous sommes à ce stade de consommation de drogue au Mali. Maintenant, pour aller loin encore plus, la solution se trouve dans la main de la société civile. Parce que c'est eux qui sont en proximité des jeunes, de la communauté. Donc, il faut vraiment que les décideurs, que ce soit politique, que ce soit tout genre de décideurs, de s'orienter vers les organisations de la société civile pour avoir des accompagnements
de proximité, donc pour pouvoir pallier un peu à ce problème. Monsieur Bathily a déjà un petit peu évoqué, je crois que quelque part, comment lutter contre la toxicomanie au Mali. Mais aujourd'hui, lieutenant-colonel, Madame Traoré, ça c'est clair, c'est tellement évident que vous êtes policière, vous êtes agent de police. On peut avoir un petit aperçu de comment aujourd'hui ce fléau est pris en compte au Mali et comment cette lutte est menée actuellement, notamment avec vos organisations aussi, qui fait de la sensibilisation, c'est quand même une lutte. Et puis, M. Bathily a aussi lâché le mot en disant que c'est comme une guerre entre des pays. Effectivement, en fait, moi, quand j'étais à l'OCES, moi, je menais la lutte contre le trafic. Maintenant, je travaille dans le cadre d'une organisation. Je mène ma lutte, j'axe ma lutte sur la consommation. Vous voyez? Là, aujourd'hui, je ne dois pas beaucoup parler sur le trafic. Oui. Ça ne relève pas de ma compétence sur ce plateau-là. Mais je peux quand même parler sur la consommation, comme vous avez dit. Quand, je ne sais pas, vous pouvez reprendre un peu la question. Je vais comment la lutte se mène aujourd'hui avec la consommation. Oui. Maintenant, quand vous prenez par exemple la consommation de la drogue, la lutte, c'est en 3 phases. Il faut d'abord la prévention primaire. Ça, c'est en termes de recommandations. Mais aujourd'hui, comment elle se pratique aujourd'hui? Comment le Mali, en un mot, qu'est-ce qui est mis en œuvre? Comment elle est... J'ai compris maintenant. Elle est vraiment effective pour lutter. Qu'est-ce qui est d'abord fait? Ensuite, vous allez ajouter des recommandations, peut-être pour ajuster cette politique de lutte quelque part. Mais aujourd'hui, comment elle est faite? Oui, la lutte contre la consommation de la drogue, elle est effective d'abord. Par exemple, comme il a dit, ça affecte la jeunesse. Est-ce qu'il y a une brigade, par exemple, qui se balade? Non seulement ça affecte, tellement que ça affecte la jeunesse, jusqu'à ce que lors du recrutement au niveau de l'armée, on a détecté chez 2000 jeunes qui consomment de la drogue. En 2024. Qui n'ont pas pu être intégrés. Donc, vous voyez, la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des structures qui sont là pour lutter contre la consommation. Par exemple, il y a la Commission nationale de sensibilisation contre la drogue. C'est une structure qui est là, qui est au niveau du ministère de la Jeunesse, qui lutte. Il y a aussi des associations de la société civile. Il y a des associations de la société civile, mais il y a aussi même j'ai vu qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont en train de se mettre ensemble pour lutter contre la consommation de la drogue. Mais elles n'ont pas assez de moyens parce qu'elles m'ont touché. Parce qu'elles m'ont dit qu'elles-mêmes, elles sont interpellées. Parce que ce sont leurs enfants qui sont impactés, qui sont victimes de ce fléau. Donc aujourd'hui, le système qui est mis en place au Mali pour lutter contre la consommation, ça c'est la Commission nationale au niveau du ministère de la Jeunesse. Il n'y a pas de brigade, comme vous avez dit, il n'y a pas de brigade à ma connaissance quand même, mais il y a des organisations de la société civile. Il y a à peu près une dizaine d'associations qui luttent. Mais malheureusement, ces associations n'ont pas de moyens. Parce que la lutte demande des moyens. Il faut sensibiliser. Il faut faire la prise en charge. Mais si les associations n'ont pas ces moyens-là, donc elles sont restées sur leur faim. Si je viens un peu sur le trafic, il y a des dispositions qui sont là. Il y a des brigades de lutte contre les stupéfiants, il y a l'Office central des stupéfiants. Donc, il y a des dispositions qui sont là. Il y a un arsenal juridique aussi. Oui, il y a un arsenal juridique qui est là. Mais on peut en parler dans les recommandations. En tout cas, tout ce qui est disposition par rapport au trafic, il y a les brigades, il y a les hommes, il y a les textes. Et en ce qui concerne la consommation, et là, il y a les organisations de la société civile, il y a la Commission nationale de lutte contre ces fléaux. Il y a même la mission interministérielle aussi. Exactement. Voilà, qui est là, qui lutte contre la consommation de la drogue. Toujours dans la lutte contre la drogue, il y a aussi, je crois, quand même des centres de prise en charge. Oui.
au niveau national. Vous avez évoqué qu'il y a même des structures un petit peu privées là-dessus. Comment se passe alors ces centres de prise en charge? Parce que c'est aussi l'occasion avec ce plateau pour que des familles ou des personnes qui sont touchées arrivent à avoir des informations sur comment être prises en charge et sortir de cela. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a réellement une vraie politique, des structures assez bien établies pour la prise en charge de ces personnes? Est-ce que c'est gratuit, par exemple? Est-ce que c'est payant? Ce sont peut-être des questions que se posent nos téléspectateurs. Ok, merci pour cette question. Nous sommes une ONG. Selon nos analyses sur le terrain, je parle vraiment sur le contrôle de notre intervention sur le terrain. Parce que la généralité, le Mali est très vaste. Déjà, il y a l'hôpital psychiatrique de Point-G, qui est là, qui est une institution étatique. Mais la prise en charge, elle est payante, ce n'est pas gratuit, selon notre expérience sur le terrain. En même temps, il y a d'autres cabinets privés qui sont là, mais nous, vraiment, nous recommandons les centres étatiques parce que la prise en charge des personnes en situation d'addiction, elle est vraiment capitale. Parce que généralement, il faut répondre, il y a des normes à suivre. Ce n'est pas que la prise en charge, mais après la prise en charge, quelles sont les procédures à suivre? Parce que nous recevons pas mal de personnes qui ont eu à passer par les centres privés. Après, il n'y a pas eu de programme de réinsertion sociale. Ils ont rechuté. Et la rechute, c'est le double du point de départ. Tout à fait. Si une personne consomme 2 cigarettes, quand il rechute, il va consommer 2 paquets de cigarettes. Donc, notre approche vraiment, c'est pas axé vers les centres privés, mais au niveau de l'hôpital psychiatrique de Point-G. Voilà, donc c'est la plus connue d'ailleurs. C'est la plus connue. Voilà, donc qui traite les gens, mais c'est pas gratuit. Au jour d'aujourd'hui, le Mali, il n'y a pas une politique, selon ma connaissance à moi, de prise en charge des personnes en situation d'addiction. Et il n'y a pas, les centres qui sont sur place ne répondent pas à toutes les normes internationales. Nous pourrons dire que au jour d'aujourd'hui, le Mali n'est pas totalement prêt à lutter catégoriquement sur... il y a des insuffisances. Voilà, il y a des insuffisances. On va qualifier ça ainsi. Voilà, il y a des insuffisances majeures constatées sur le terrain. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu votre observation. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Bathily. Mais je pense que Exactement, parce qu'on va passer à la phase des recommandations, à la phase des pistes de solutions. Je vais me retourner vers le lieutenant-colonel Madame Traoré. Monsieur Bathily vient de dire qu'il n'y a pas une politique assez solide. Il faut vraiment le dire aujourd'hui. Le constat, il est là. Les politiques ne tiennent plus. Moi, je suis quand même interpellée parce que on se dit qu'il y a davantage des organisations qui se mettent en place pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir faire cette lutte. Mais le constat, c'est qu'il y a de plus en plus de consommateurs. Ouais. Il y a de plus en plus de toxicomanes. Donc, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que tous les acteurs ne jouent pas leur rôle? Donc, l'évidence, il y a des insuffisances. Et comment pallier à ces insuffisances, lieutenant-colonel, Madame Traoré? Ok, merci Madame. Je crois que, comme vous avez dit, effectivement, il y a beaucoup d'insuffisances. C'est pour cela que l'objectif même de cette lutte n'arrive pas à être atteint. Si vous prenez, par exemple, j'ai parlé des organisations de la société civile. Effectivement, il y a certaines associations qui sont là, mais il n'y a pas une vraie coordination. Par exemple, il doit y avoir un cadre de coordination des organisations de la société civile qui luttent contre ce fléau pour qu'ils puissent être au même niveau d'information. Si vous voyez la statistique, la statistique qu'on vient de dire ici, ça date de 2012. Qui est répercuté chaque année. Chaque année, on dit à 75%. Aujourd'hui, ça a dépassé ça.
Aujourd'hui, ça a dépassé ça. Donc, il faut actualiser cette recherche-là. Il n'y a pas de données. Tout récemment, la semaine passée, moi, j'ai participé à une activité. Ils ont fait des données, ils ont présenté des données. Mais moi, je les ai interpellés. Il n'y a pas une statistique sur la consommation de la drogue au Mali. On a besoin de ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est visible, hein, mais il n'y a pas de statistiques. C'est les chiffres qui parlent, qui interpellent. Donc, ça, c'est une insuffisance. On doit mener vraiment une recherche aujourd'hui nationale pour connaître réellement le taux de consommation de la drogue par la jeunesse et par les femmes. Et pour mettre en place une stratégie vraiment efficace pour répondre à ces problèmes-là. Ça, c'est une insuffisance. Deuxièmement, ça, c'est les textes. Il faut actualiser les textes. Par exemple, au Mali, on réprime un consommateur. Moi, je l'ai dit, en matière de consommation, la répression a montré ses limites. En matière de consommation, je dis bien, pas en matière de trafic, je dis en matière de consommation, la répression a montré ses limites. Il faut une prise en charge. Comme Bati l'a dit, après la prise en charge, il faut la réinsertion socio-économique. Vous voyez, ça n'existe pas au Mali ici. Chaque jour, il y a un centre qui se crée. C'est les centres qui sont là pour se faire de la poche. Moi, je les ai interpellés un jour. Clairement. Ils sont là parce qu'ils savent que quand l'enfant est devenu addict, les parents sont affolés. Ils ne savent pas quoi faire. Même s'il arrive l'enfant, il y a des centres qui disent 2 millions, 3 millions, 4 millions, c'est trop. C'est trop. Aujourd'hui, les centres sont en train de créer, c'est pour mobiliser des ressources pour eux-mêmes, mais ce n'est pas pour apporter une réponse adéquate. C'est pour cela que l'État doit créer un centre, un vrai centre, comme le polyclinique, ou bien renforcer le polyclinique. Le polyclinique s'occupe très généralement des porteurs d'uniforme. Il faut un centre civil que tout le monde se retrouve, que tout le monde peut y accéder et gratuitement. Ça, c'est une insuffisance au Mali. Aujourd'hui, le Mali a besoin d'un centre de désintoxication et de réinsertion des toxicodépendants. Le besoin est là et c'est imminent. On envoie un enfant au centre. Comme Bati l'a dit, ils n'ont pas assez de spécialistes. Parce que c'est une prise en charge multidimensionnelle, multisectorielle. Il faut des psychiatres, il faut des psychologues, il faut des sociologues, il faut des médecins. Et on doit les payer. Et il faut que ce soit des vrais addictologues qui s'y connaissent. Donc, je peux dire aujourd'hui que on doit mettre en place une politique, une vraie politique pour interpeller tous les centres. Il y a des centres qui tuent des gens. Ouais. Parce que le sévrage même, on ne fait pas ça demande des stratégies. C'est toute une procédure. C'est toute une procédure. Il faut être un vrai spécialiste. Quelqu'un amène son enfant, par exemple, dans un centre qui ne s'y connaît pas, ils vont faire un sévrage brusque. Alors que le sévrage doit être graduel. Par exemple, en 2024 tout près, nous, parce que ça fait partie des objectifs de notre association, la prise en charge. Mais nous, on ne pouvait pas le faire sans les spécialistes. On a fait un partenariat avec l'association des jeunes psychologues, avec des psychiatres, mais on est limité. On est limité. Si les gens nous connaissent, nous, on est limité. On fait ce qu'on peut. Mais on arrive à faire un résultat. Donc, il faut vraiment réglementer aussi les centres. Il faut réglementer les centres. Il y a beaucoup de centres qui sont créés de façon illégale. Hein. Oui. Il faut les réglementer. Des centres fictifs. Oui, on a besoin de réglementation de ces centres-là. Parce qu'au lieu d'apporter une solution, ils sont même en train d'aggraver la situation. Donc voilà ce que je peux dire par rapport aux défis qui se
se trouve, qui est là par rapport à l'insuffisance de la politique de lutte contre la drogue. Le Mali a ratifié les conventions internationales. Dans la convention de lutte contre la drogue et les précurseurs, cette loi n'a pas été actualisée. C'est une loi qui n'a pas été actualisée par rapport à la convention internationale. Parce que dans la convention, on ne doit pas réprimer le consommateur. Par contre, au Mali, on réprime le consommateur. Justement. Donc le besoin là est là, actualiser notre loi à la convention internationale qui demande à ce qu'on puisse assurer la prise en charge du consommateur et de les réinsérer socialement et économiquement. D'accord, merci beaucoup, lieutenant-colonel Madame Traoré. Oui. Monsieur Bathily, Oui. dans la même veine, toujours. Vous avez des choses à rajouter? Bon, il faut une cartographie des acteurs de traitement et une cartographie des centres de désintoxication qui puissent être répertoriés, connus par tous, ensuite qui sont reconnus même par l'État. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de centres fictifs, des centres cachés, même des traduits praticiens qui se permettent de traiter des personnes en situation d'addiction avec des chaînes, les attacher et tout. Avec donc, une certaine violence. Certaines violences en disant qu'ils sont en train de les traiter. Il y en a qui endorment les enfants, donc avec des produits qui donnent le sommeil, donc en disant qu'ils sont en train de traiter l'enfant, alors qu'ils sont en train de tuer l'enfant. En le droguant davantage. Et à savoir aussi qu'une personne, même s'il y a un traitement, avec ce que Mme Traoré avait dit, il faut des procédures, il faut être professionnel. Mais en voulant traiter une personne, tu peux rendre la personne accro aux médicaments prescrits. Tout à fait. Donc, ça va amener encore d'autres addictions. Voilà, donc c'est ce que j'avais ajouté. En parlant de ça, des situations qui sont quand même aggravantes, j'ai envie d'exposer ici deux situations et peut-être que vous allez davantage contribuer sur ce plateau à davantage donner des approches qui tendent à pouvoir trouver des mesures d'atténuation. Alors, la première situation, il s'agit par exemple, Madame lieutenant-colonel Madame Traoré l'a dit, qu'aujourd'hui, il ne faut plus qu'on soit que dans la répression, on doit être dans une prise en charge et dans une situation de réinsertion. Il y a certains qui sont arrêtés, qui sont envoyés en prison. Et souvent, on voit qu'en prison, le cas s'aggrave. Première situation. Deuxième situation, en essayant de gratter, fouiller, enquêtant, on est un média aussi qui regarde tout cela de très près. On a eu certaines professionnels ou certaines personnes qui nous disent voilà, monsieur, madame les journalistes, ceux qui sont censés régler le problème de drogue, de stupéfiants, sont eux-mêmes consommateurs. Comment ils vont prendre en compte le problème? Monsieur Bathily. Ok, donc la première situation, des personnes qui sont en situation d'addiction, qui ont été enfermées à cause de leur addiction. C'est ça, non? Exact. Ou qui ont été arrêtés à cause du trafic. Oui, à cause du trafic. Bon, si c'est à cause du trafic, la répression quand même, c'est la seule solution pour trouver des solutions à cela. Maintenant, si c'est la consommation, une personne qui consomme de la drogue, au lieu de l'enfermer, il doit avoir un accompagnement psychosocial de réinsertion et de prise en charge pour sortir de sa dépendance. Donc c'est cette phase qui va lui permettre vraiment d'arrêter la consommation. Mais une personne qui consomme de la drogue, tu l'enfermes, il va se créer d'autres réseaux de consommation, de trafic, et comment proliférer. Il sera encore plus solide dans un autre réseau. Donc la seule solution, moi quand même dans mes réflexions,
c'est de former la personne, de l'accompagner, de faire une prise en charge pour ne pas qu'il s'adonne à la consommation, à la prolifération des drogues. Maintenant, pour une situation où la personne est décidaire et puis qui consomme. Ça a été dit ici, hein, il y a toute catégorie. Hein, voilà, les consommateurs donc, sont à tous les niveaux. Hein. Ces genres de personnes doivent vraiment être punies, sévèrement même par les textes, et les appliquer. Parce que tu ne peux pas être un acteur qui doit changer le comportement des gens, qui doit lutter contre le trafic et la consommation de drogue, et tu es consommateur. C'est inadmissible. La personne, on doit appliquer avec rigueur les textes sur la personne. Merci beaucoup, monsieur Bati. Merci beaucoup. Nous arrivons quasiment à la fin de notre réflexion du jour. Voilà, téléspectateurs de Mandé TV, on a des spécialistes qui s'y connaissent très bien. Quels sont les impératifs aujourd'hui pour cette lutte à court terme? Vraiment, à court terme. Qu'est-ce que les familles doivent réellement faire? Qu'est-ce que la personne même qui est peut-être piégée dans cette situation de consommation de stupéfiants doit faire? Et quelle alerte vous pouvez donner à la société en tant que telle? La personne qui consomme, on doit sensibiliser. Parce que c'est l'ignorance qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans la consommation. On doit expliquer l'effet, les conséquences. Il faut que ces consommateurs, ces usagers connaissent, sachent les conséquences de ces produits toxiques. Là, il faut faire la sensibilisation. Si vous prenez la famille, il faut l'éducation. Il faut éduquer. Et il faut aussi former les parents. Il y a les parents qui doivent être formés. Il y a des modules spécialement qu'on doit dispenser à l'intention des parents. Par exemple, pour qu'un parent puisse connaître les signes d'alerte. Il y a des stratégies, des attitudes à adopter face à un usager de drogue. Donc, il faut former aussi les parents. Et si vous venez au niveau de la communauté, il faut une prise de conscience. Toi, vous ne pouvez pas être médecin, vous ne pouvez pas être porteur d'uniforme. Vous êtes censé de sensibiliser, de réprimer. Vous aussi, vous consommez ou bien vous trafiquez. À ce niveau, il faut appliquer la loi. Il faut appliquer la loi. La loi doit être stricte. La loi est dissuasive. C'est pour empêcher ceux qui ont l'intention de commettre la même faute de les dissuader. Et je sais que les lois qui existent, comme vous avez dit, même les acteurs qui sont censés, il y a des situations aggravantes. Il y a des situations. Un acteur, toi, tu es censé de sensibiliser, d'éduquer, et toi, tu t'en donnes au trafic ou à la consommation. Il y a des dispositions aggravantes. Il faut les appliquer. Donc, les lois ne sont pas appliquées. C'est ce que j'ai envie de dire. Les lois sont appliquées, mais pas suffisamment. À petite échelle. Donc, il faut aller à grande échelle. À grande échelle. Ça, c'est une solution. Et pour finir, il faut aller à la prise en charge. En matière de consommation, aujourd'hui, la sensibilisation a montré ses limites. C'est pour cela qu'à chaque année, les taux augmentent. Parce que tout le monde, c'est-à-dire les gens ont assez attendu, la drogue est mauvaise. Malgré tout, avec l'accessibilité, l'impunité, donc ça n'a pas d'impact. C'est pour cela qu'il faut assurer la prise en charge. C'est une dernière option qu'on appelle la prévention tertiaire. Assurer la prise en charge du toxicodépendant, il ne faut pas le laisser seul parce qu'ils ont des droits aussi. Ils ont des droits, ils ont droit à la santé, ils ont droit au travail. C'est la société, les dépravations de nos mœurs ou bien l'impunité qui ont fait qu'eux, ils se trouvent là. Donc, quelque part, ils sont victimes. Donc, on doit protéger leurs droits aussi. Leur droit de vivre dans de bonnes conditions, exactement, en bonne santé. Exact. Donc, raison pour laquelle il faut assurer leur prise en charge, il faut les accompagner. Parce que la dépendance, c'est une maladie, ce n'est pas une option.
Une fois que la dépendance est installée, c'est devenu une maladie. C'est comme les autres maladies, il faut diagnostiquer, il faut traiter, il faut évaluer. Et après, il faut réinsérer la personne. Il y a manque d'emploi qui est là. Il y a manque d'activité qui est là. Il faut créer d'emplois pour les jeunes. Donc voilà ce que je peux dire par rapport aux solutions. Merci beaucoup, lieutenant-colonel, Madame Traoré. Monsieur Bathily, Oui. Non, je vais pas assez trop. rapidement peut-être, Ok, bon, je dirais que à court terme, la parce que c'est toxicomanie vraiment... n'est pas une fatalité. Il y a toujours des solutions, mais j'exhorte aux familles de voir les personnes en situation d'addiction comme une personne en situation d'handicap. C'est une personne qui doit être accompagnée, c'est une personne qui doit être sauvée, aidée et puis aimée comme toutes les autres personnes pour qu'elles puissent vraiment retrouver la vie normalement. Il ne faut pas voir la personne comme un bandit, un brigand, un délinquant, mais il faut juste savoir que la personne est piégée, victime de quelque chose qu'il ignore. S'il connaissait, il y a des années avant d'être dans la dépendance, il n'allait pas être là où il est aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Parmi ces recommandations, il est quand même important de dire que c'est à nous tous d'avoir l'œil là-dessus, hein, de regarder les enfants de nos voisins et que les voisins aussi regardent nos enfants. C'est ce qu'on peut retenir un petit peu en recommandation en ligne. Voilà, nos valeurs africaines aussi. Je pense que même en recommandation, il faut surtout bien souligner que nos valeurs africaines, qu'on arrive à les reprendre. C'est la vie économique, la vie de tous les jours. On court, on cherche, on truc pour les enfants et on oublie ces enfants dans les maisons, on oublie nos maris, on oublie les femmes et finalement ça devient un vrai fléau. C'est un fléau dont tout le monde doit regarder, nos gouvernants doivent regarder ça de très près et ajuster ou mettre en place davantage des politiques pour pouvoir lutter contre ces fléaux de plus en plus grandissants. Merci beaucoup, j'ai quand même le plaisir d'avoir des invités de haut niveau, hein, je dirais. Mes invités, il s'agit de Madame, le lieutenant-colonel, Madame Traoré, Assita Traoré, voilà, et ensuite Monsieur Abdul Karim Bathily. Quels sont vos mots de conclusion et mots de au revoir pour nos chers téléspectateurs? Je commence par vous, lieutenant-colonel, Madame Traoré. Mot de conclusion, cette lutte doit être une lutte concertée. Tout le monde doit apporter sa contribution pour lutter. Et il faut vraiment une réponse locale. L'État seul ne peut pas. Il faut tout le monde. Ça c'est un. De deux, un cri de cœur. Moi je parle des mamans. C'est ce que je dis. La maman, la mère donne la vie, la drogue la détruit. Donc les mamans, nous sommes les premières à être interpellées. Parce que ce sont nos enfants, ce sont nos maris, ce sont nos frères. Donc c'est à nous qui doit vraiment se donner la main pour faire cette réponse locale, pour aider l'État et les acteurs à lutter efficacement contre ce fléau. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Madame Traoré, Assita Traoré, qui est la présidente de l'association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile ATO FEJO. Monsieur Bathily, président de l'organisation de lutte contre les stupéfiants, Olucos, votre conclusion et mot d'au revoir. Bon, ce que moi j'ai à dire, aimons-nous vivants. Il ne faut pas qu'on se donne la dépression gratuitement, donc parce que c'est des facteurs qui nous amènent à la dépendance. Et aussi la toxicomanie n'est pas une fatalité, il y a toujours un issue favorable donc pour sortir de la dépendance. Merci. C'est sur ces mots que prend fin notre réflexion du jour, téléspectateurs de Mandé TV, qui a pour thème comment lutter contre la toxicomanie grandissante au Mali. Voilà, et sur ce plateau, pour pousser la réflexion et surtout pour avoir des pistes de solutions, j'ai le plaisir d'avoir le lieutenant-colonel Madame Traoré, Assita Traoré. Elle est présidente de l'association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile ATO FEJO. Madame lieutenant-colonel Madame Traoré, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre disponibilité et la porte vous est grandement ouverte. Okay.
Deuxième invité, c'est Monsieur Abdul Karim Batili. Il est le président de l'organisation de lutte contre les stupéfiants à Locos. Monsieur Batili, merci beaucoup de votre fidélité. Et vous êtes comme chez vous ici. Merci infiniment. On se dit à la prochaine. Téléspectateurs de Mandé TV, merci d'avoir été des nôtres jusqu'à la fin pour ce plateau de réflexion. On salue la diaspora qui nous regarde par le monde. On se dit à la prochaine pour un autre thème à développer ici sur ce plateau. Je salue la régie qui a assuré cet enregistrement. Au revoir.